Bonjour, bonjour, chers amis, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Alors, on se retrouve pour notre café coaching du jour, puisqu'on est jeudi à 14 heures. Excusez-moi, je suis un peu en retard de quelques minutes. J'espère que vous allez bien, si vous êtes en vacances, que vous passez de bonnes vacances. Pour ma part, c'était sympa et je suis heureuse de vous retrouver. Alors, je vais attendre quelques minutes que vous arriviez. Et donc je vous rappelle que pour ceux qui ne me connaissent pas bien encore, je suis Florence Richard, alias Flora Gaia, votre naturo-doula. Je suis naturopathe spécialisée en périnatalité et doula ou coach périnatal. Et donc j'accompagne les futurs et les jeunes parents à vivre leur grossesse, leur accouchement et leur maternité ou parentalité dans les meilleures conditions et avec l'aide de la naturopathie et du coaching périnatal. Alors, aujourd'hui, pour ceux qui arrivent au fur et à mesure, n'hésitez pas à me faire un petit coucou, ça me fera plaisir de vous saluer et de vous accueillir dans mon univers. Aujourd'hui, j'ai choisi de vous parler du cordon ombilical. Alors, l'idée ici, c'est donc de vous dire en deux mots de quoi il s'agit et puis qu'est-ce qu'on peut faire et comment, à quel moment et quand et comment est-ce qu'on peut justement couper ce cordon ombilical avec bébé à la naissance. Alors je vois que vous arrivez au fur et à mesure, n'hésitez pas à me faire un petit coucou, ça me fera plaisir de vous saluer si je vous connais ou pas. Euh, alors le cordon ombilical, évidemment tout le monde connaît, c'est le cordon, le lien qui relie le bébé au placenta dans le ventre de maman. Euh, Ça assure des échanges sanguins, gazeux, et donc ça assure à bébé tout ce dont il a besoin pour grandir. Le lien se fait directement avec le placenta et donc aussi par lien avec la maman. Donc c'est à la fois un lien physique, physiologique, et puis c'est le lien énergétique aussi, émotionnel avec la maman. Alors, euh, on ne va pas rentrer dans les détails physiologiques du cordon ombilical, mais le cordon, vous le savez peut-être, c'est fabriqué dans une gelée qu'on appelle la gelée de Wharton et à l'intérieur duquel on a deux artères et une veine qui assurent les échanges entre le placenta et le bébé. Alors un cordon ombilical, je ne sais pas si vous avez vu les photos, mais c'est assez magnifique. Ils peuvent être tout bleu et vrillé comme les anciens fils de téléphone là, qu'on avait quand on était petit. Là. Et ça peut être assez magnifique à voir. En tout cas, c'est quelque chose qui est merveilleux parce que ça assure la vie, ça permet à nos bébés de grandir et d'avoir tout ce dont ils ont besoin. Alors, maintenant, quand le bébé naît, euh, il est d'usage en France de couper le cordon dès que le bébé est né. On coupe le cordon dès que le bébé est né. Souvent, on demande au papa s'il veut couper le cordon. Et ces dernières années, les pratiques ont un petit peu évolué. Donc, d'habitude, on coupait le cordon dès que le bébé était né, avant même que le placenta soit né. De plus en plus de parents ont conscience qu'on a intérêt à faire un clampage un petit peu plus tardif du cordon. Alors, si vous clampez et vous coupez le cordon juste après l'accouchement, l'avantage c'est que vous gardez une certaine quantité de sang dans le cordon et si vous voulez faire un don du sang de cordon, c'est idéal. Il y a dans le sang de cordon des tas de cellules souches qui sont hyper précieuses et qui vont pouvoir être prélevées pour faire des dons pour guérir des gens et notamment d'autres bébés par rapport à des maladies, etc., notamment des leucémies et ce genre de choses assez graves. Donc si vous avez à cœur de faire un don du sang de cordon, c'est intéressant de pouvoir couper le cordon suffisamment tôt pour qu'il reste du sang dedans, évidemment. Maintenant, ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que quand votre bébé naît, il y a encore un quart, un tiers de son sang en fait qui circule toujours dans le placenta et dans le cordon. Ce qui veut dire que si vous coupez le cordon tout de suite, il va manquer entre guillemets à votre bébé une partie non négligeable de son sang.
Et donc, on a quand même intérêt à faire un clampage tardif. Alors, après, tout dépend de ce qu'on appelle un clampage tardif. Ça peut être un clampage, on peut attendre 2-3 minutes, on peut attendre 5 minutes. En général, si vous accouchez dans une maternité, on va attendre 3-4 minutes maximum. Ça dépend des lieux où vous souhaitez donner la vie à votre bébé. Mais vous pouvez aussi faire le choix d'attendre 1 heure, 2 heures, 3 heures, que vraiment il n'y ait plus de sang dans le cordon et que tout le transfert de sang se soit fait entre le placenta et le bébé. Il faut comprendre que ça représente quand même une grande proportion de sang, donc vous avez environ 50% d'hémoglobine en plus, une quantité de fer qui est non négligeable en plus et qui va permettre au bébé de ne pas être anémié pendant plusieurs mois après la naissance. Et puis il y a les fameuses cellules souches qui sont dans le cordon encore et qui vont être transférées au bébé. Donc tout ça c'est quand même hyper précieux pour la santé de nos bébés. Donc si vous pouvez attendre un peu, c'est bien. Après, c'est vrai qu'en fonction des structures dans lesquelles vous allez accoucher, ça va être plus ou moins facile de négocier la durée. Il est possible que, en ayant beaucoup plus d'hémoglobine, de globules rouges, etc., votre bébé fasse un ictère un peu plus fort, donc c'est ce qu'on appelle la jaunisse. Mais on estime que les inconvénients de la jaunisse par rapport aux bénéfices d'un clampage tardif et d'avoir donc tous les bénéfices en termes de fer, de globules rouges, etc., de cellules souches, donc le clampage tardif en fait est plus bénéfique que les inconvénients d'avoir une jaunisse et de devoir passer un petit peu sous une lampe à UV. C'est pas moi qui le dis, c'est l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé. Donc, ceci étant dit, les choses sont différentes évidemment si on enfante à la maison, parce que là on peut faire durer plus longtemps évidemment, et on peut aussi choisir de ne pas couper le cordon. Alors après, si on le coupe, il y a différentes manières de le couper. Évidemment, si vous accouchez en maternité, vous n'aurez pas le choix. Si vous accouchez à la maison, vous pourrez par exemple soit le couper avec votre sage-femme si vous avez accouché à la maison avec une sage-femme, soit il y a des traditions, des rituels où on brûle le cordon aussi, on le clampe comme on fait pour le couper et on le brûle avec une bougie, un rituel, etc. Donc ça peut être ça aussi qui peut être fait et qui peut être intéressant. J'ai pris des petites notes pour pas oublier de vous raconter des trucs. Il se peut aussi que vous décidiez de ne pas couper le cordon et de faire un bébé lotus. Alors un bébé lotus, pour ceux qui ne connaissent pas, évidemment vous ne pourrez pas faire ça en maternité, en structure hospitalière, parce qu'en France on considère que le placenta est un déchet et donc on ne vous le donnera pas. Mais si vous accouchez à la maison, vous pouvez décider de faire un bébé lotus. Et donc ça veut dire que votre bébé va sortir et le placenta va sortir et vous allez garder les deux connectés jusqu'à ce que le cordon tombe tout seul. Ça veut dire qu'en général ça arrive entre 3 et 10 jours après la naissance. Donc on garde bébé et puis on a un petit bol spécial dans lequel on met le placenta. Alors il y a tout un rituel autour de ça. Et il faut surtout faire très attention à ce qu'il n'y ait pas d'infection et que l'infection ne remonte pas jusqu'au bébé. Donc ça veut dire qu'il y a toute une procédure pour faire en sorte que le placenta sèche le plus rapidement possible. On le met dans du sel, on le met avec des herbes assainissantes, des pétales de fleurs et on le met dans un tissu qu'on change régulièrement tous les jours, etc. Et normalement, au bout de plusieurs jours, le cordon va tomber tout seul et tout va bien se passer. Mais attention à l'hygiène pour ne pas porter atteinte à la santé de votre bébé, évidemment. Alors c'est une belle méthode, après ça a peut-être un côté pas très pratique parce qu'à chaque fois que vous voulez bouger votre bébé, il faut bouger le placenta avec. Mais c'est vrai que les premiers jours après la naissance, on n'est pas forcément obligé de bouger beaucoup son bébé non plus. Ce sera peut-être plus facile à faire en été, par exemple, où vous n'allez pas beaucoup couvrir votre bébé par rapport à en hiver, où il va falloir mettre plusieurs couches avec le cordon, c'est peut-être pas hyper pratique. Donc c'est vraiment un choix, dans tous les cas, faites bien attention à l'hygiène, faites bien attention à ce qu'il n'y ait pas d'infection au niveau du placenta qui pourrait remonter au niveau du cordon. Pourquoi on fait ça? C'est que d'un point de vue spirituel, émotionnel, énergétique, on va dire que
Le placenta, c'est vraiment le jumeau de votre bébé. Et le fait de rester connecté à son placenta, ça lui permet de faire une entrée dans la vie qui est beaucoup plus douce, puisqu'il va se couper naturellement de son placenta et on ne va pas de manière traumatique le couper avant même qu'il ait récupéré son sang, etc., etc. Donc c'est une entrée dans la vie terrestre et dans l'incarnation sur Terre qui est beaucoup plus douce que de couper juste à peine la naissance du bébé est faite. Mais c'est vraiment au choix de chacun et dans tous les cas en assurant le bien-être évidemment du bébé, sa santé et puis le bien-être des parents. Ce qui peut être intéressant, c'est que si vous avez fait une naissance lotus ou si vous avez accouché à la maison et que vous avez le placenta avec vous, la question c'est qu'est-ce que vous en faites après. Un certain nombre de parents souhaiteront par exemple enterrer le placenta et planter un arbre dessus. Et ça symbolisera bien sûr un arbre de vie, ça nourrira l'arbre qui peut être l'arbre qui symbolise la naissance de votre enfant. En général, il y a pas mal de doulas qui savent faire ce qu'on appelle des empreintes placentaires. Donc on prend le placenta et puis on le met sur une feuille et ça dessine le placenta. Après, vous pouvez faire une œuvre d'art avec. Il y a un certain nombre de doulas qui savent faire ça, d'accompagnantes en périnatalité. Certaines font aussi des lectures de placenta. Donc après, il faut trouver quelqu'un qui est formé pour. Et de la même manière que certains vont faire les lectures des lignes de la main, il y a des personnes qui sont formées pour faire les lectures du réseau sanguin, on va dire, la lecture du placenta. Et c'est aussi une chose que vous pouvez décider de faire si ça vous appelle. Ce qui peut être intéressant aussi, alors là il y a beaucoup de parents qui vont congeler le placenta et qui vont décider de le ressortir plus tard parce qu'en général quand on a un bébé on a beaucoup d'autres choses à faire que de s'occuper de ces choses-là. Attention encore une fois à l'hygiène, en France il y a des choses qui ne sont pas autorisées donc faites attention à ce que vous faites. Mais en tout cas, sachez qu'il y a des personnes qui sont formées en transformation du placenta et que si vous faites le choix de manger votre placenta d'une manière ou d'une autre, alors certaines personnes vont décider de faire des smoothies, certaines personnes vont décider de faire cuire comme un steak, certaines personnes vont décider de faire la transformation en gélule par exemple, donc ça se transforme en poudre et puis en gélule. Il y a des personnes qui sont spécialisées en transformation du placenta et qui pourront faire ça. Alors ça se fait en général dans d'autres pays, un peu moins en France pour le moment, mais il y a des personnes qui le font de plus en plus. Donc vous pouvez essayer de trouver quelqu'un pas trop loin de chez vous qui soit apte à faire ça. Pourquoi est-ce qu'on irait manger nos placentas? C'est pour une raison très simple, c'est que c'est hyper riche et hyper nutritif. Et en fait, ce qui se passe, c'est que nous sommes des mammifères, ça fait juste 25 000 fois que je vous le dis, mais c'est une évidence. Et on note que la plupart des mammifères, quand ils donnent la vie, donc si vous regardez une chienne, une chatte, etc., les animaux qui vont manger la viande, évidemment, pas les herbivores, auront tendance à manger leur placenta après la naissance, après avoir mis bas, et c'est parce qu'en fait, ça leur donne des forces. Et on estime que quand on mange son placenta après la naissance, ça permet justement d'intégrer une partie additionnelle de nutriments, d'hémoglobine, etc. Ça évite les carences, ça peut éviter des dépressions ou des grosses fatigues après l'accouchement en reboostant l'organisme. Alors, je suis ni pour ni contre, faites juste attention vraiment à l'hygiène et à ce que vous faites par rapport à la légalité et voilà, faites attention à vous parce que ça peut tourner très vite, virer très vite et il ne faut pas non plus ni empoisonner son bébé ni s'empoisonner soi-même en fonction des pratiques qu'on a, mais en tout cas ça peut être une pratique intéressante pour éviter des grosses fatigues en postpartum. Voilà un petit peu ce que je voulais vous dire. Après, en fonction des civilisations, il existe différentes pratiques en matière de placenta, sur la transformation du placenta. Donc il y en a qui vont le brûler, qui vont récupérer les cendres.
et qui vont utiliser les cendres d'une certaine manière en les conservant. Voilà, on peut faire plein de choses avec un placenta, mais c'est vrai qu'en France, comme c'est considéré comme un déchet et que la plupart des femmes accouchent encore en maternité, c'est pas une pratique qui est très développée. Et si elle se développe, je vous encourage vraiment à faire en sorte que vous le fassiez de manière la plus hygiénique et sécuritaire possible pour vous. Donc voilà un petit peu ce que je voulais vous dire. Parce que on voit encore beaucoup de bébés dont on coupe le cordon tout de suite après la naissance. Moi, c'est ce qu'on a fait pour mon bébé il y a 6 ans. J'ai été en Tunisie et voilà, je pense que c'est quelque chose que j'avais pas précisé dans mon projet de naissance. Et quand on accouche physiologiquement, on plane un peu, donc j'aurais du mal à vous dire combien de temps après la naissance ils ont coupé le cordon, mais ça a été fait assez rapidement. En tout cas, et voilà, ça fait partie des choses que vous pouvez conscientiser, que vous pouvez savoir et que vous pouvez intégrer dans votre projet de naissance si vous souhaitez que votre bébé récupère une grande partie de son sang, ses nutriments, ses cellules souches, son hémoglobine, etc. Ce sera bénéfique à sa santé, donc vous pouvez le mettre dans votre projet de naissance, ça peut toujours être important pour votre bébé. Voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Si vous avez des questions sur le clampage tardif du cordon ou si vous voulez, n'hésitez pas à laisser vos questions après, sous le live, et je serai ravie d'y répondre. Et puis si vous avez besoin d'un petit coup de main pour rédiger votre projet de naissance ou si vous vous posez des questions sur, voilà, sur la naissance et sur la préparation du postpartum, n'hésitez pas, vous savez que je serai heureuse de vous accompagner pour que ça se passe au mieux pour vous, avec du coaching périnatal et avec de la naturopathie. Je vous embrasse, je vous souhaite tout le meilleur et puis je vous dis à jeudi prochain pour notre prochain café coaching. Bye bye!